penses que c'est le produit, tu penses que c'est le marché, tu penses que c'est le prix. En vérité, en vente, ton plus gros frein, c'est toi. Et ce que tu crois être un non, c'est très souvent un blocage mal géré. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier et débloquer les 5 blocages les plus fréquents en vente. Et bien évidemment, je te raconterai comment moi, j'ai réussi à le débloquer grâce à mon expérience. Et surtout, je te donnerai des phrases concrètes que tu pourras réutiliser dès demain. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Shannon, j'ai 10 ans d'expérience en vente et je suis formée en neurosciences. J'aide les entrepreneurs et les commerciaux à vendre plus et à vendre mieux grâce à la psychologie. Donc si tu as envie d'augmenter tes taux de conversion, abonne-toi. Ce n'est jamais une question de prix, c'est toujours une question de perception de valeur. Vous devez tout faire si vous êtes entrepreneur pour faire en sorte d'améliorer votre produit et de l'optimiser. Donc faire une remise à tout prix pour garder un client, parfois ça peut être contre-productif. Le premier blocage, qui est sûrement celui que je vois tout le temps, que ce soit en formation, quand je vais directement dans les entreprises, mais même quand je forme les entrepreneurs, c'est toi. Tu es persuadé d'être le client de tes propres services. Et donc, tu agis comme tu aimerais qu'on te traite. Sauf que les gens sont différents, ils ne sont pas comme toi. Tu te dis non mais j'ai pas envie de forcer, ou mon client va trouver ça hors de prix, c'est sûr que c'est hors de prix. Si toi-même déjà tu n'es pas convaincu de ta valeur, ou tu te laisses avoir parce que tu as eu 3, 4, 5 clients qui t'ont dit que c'était trop cher, et donc en tant que commercial tu es persuadé que l'offre que tu vends est trop chère, et bien déjà tu passes à côté de beaucoup de ventes. Sache que tu n'es pas ton propre client. Ce n'est pas parce que tu trouves que quelque chose est cher que ton prospect pense que le produit est cher. Ce n'est jamais une question de prix, c'est toujours une question de perception de valeur. Et je vais justement te poser la question, à ton avis, pourquoi est-ce que certaines personnes trouvent qu'un iPhone à 1500 €, c'est pas cher, et d'autres vont trouver que c'est totalement hors de prix? Parce que ça dépend de la perception de valeur du produit que tu achètes. Certaines personnes vont valoriser une business class en se disant que c'est un confort et que cela va leur permettre de travailler en même temps. Certaines personnes vont valoriser un téléphone parce que c'est leur outil de travail, c'est également un outil de communication, et donc elles ne vont pas forcément trouver ça trop cher, contrairement à toi qui peut te dire pour une utilisation d'un téléphone simple, ça reste quand même excessif. Tu ne connais pas l'utilisation future de ton prospect, ne pense donc pas à sa place. Et c'est le premier tip que je te donne. Ne fais pas de suppositions, pose des questions. C'est-à-dire qu'en termes de posture, tu n'es plus un vendeur, tu es surtout un médecin. Un médecin ne fait pas de suppositions. Il ne se dit pas que parce que tu as mal à la tête, tu as absolument besoin de tel médicament. Il va d'abord te poser des questions et ensuite positionner son diagnostic. Tu dois faire exactement la même chose avec ton prospect. Tu es un consultant et donc potentiellement un médecin. Tu dois soit aider ton prospect à prendre conscience de sa douleur et de l'importance de traiter cette douleur, soit tu dois l'aider dans l'orientation qu'il doit prendre pour résoudre son problème. Comment le faire? Comment enlever cette croyance qui t'empêche de vendre parce que tu te mets directement des blocages? Du coup, au moment d'annoncer ton prix, tu as peur. Au moment de relancer ton client, tu as l'impression que c'est trop, que tu ne devrais pas le faire. Et donc, ces petites choses te bloquent et t'empêchent de signer. La première étape, c'est déjà d'en être conscient. En général, quand tu es conscient des erreurs que tu fais, tu as un peu moins tendance à les faire. Donc la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience et c'est très bien puisque tu es sur la bonne vidéo. Tu dois prendre conscience que tu n'es pas le client de tes propres services et que ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas de valeur au produit que tu vends personnellement que ton client n'en verra pas. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait d'être convaincu. Si tu n'es pas convaincu par ce que tu vends, désolé, mais change de job parce que si tu es commercial, tu n'es pas dans la bonne boîte et si tu es entrepreneur, je ne sais pas pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat si tu ne crois pas en ce que tu peux apporter aux gens. Donc la première étape, c'est vraiment de croire en ce que tu vends, d'être convaincu de ton offre et de ta proposition de valeur. La deuxième étape, qui est bien évidemment la plus importante, c'est d'enlever cette barrière. Comment faire concrètement? Tu as plusieurs manières. La première, c'est base-toi uniquement sur les réponses de ton prospect. Si tu as l'impression que ton produit est trop cher et que tu as du mal à t'enlever cette barrière, commence par poser des questions. Utilise la notion de coût de l'inaction qui consiste à demander au prospect combien ça lui coûterait de ne rien faire pour pouvoir mettre en perspective le coût de ta solution qui paraît bien évidemment tout de suite beaucoup plus abordable. Je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, oui mais Shannon, moi je pose ces questions à mes prospects mais ils sont même pas au courant de combien est-ce qu'ils perdent, du temps, ils sont pas capables de quantifier et donc j'ai vraiment du mal à avoir des chiffres concrets pour le mettre en perspective avec ma solution. Pour ça, il y a une phrase fétiche que j'adore utiliser et que j'ai utilisée pendant mes années de sales et qui est redoutable. Quand j'ai un prospect que je n'arrive pas à positionner sur une offre, soit mon offre la moins chère, soit mon offre la plus chère, ce que je fais, c'est que je lui propose deux solutions. En général, quand tu as deux offres, c'est parce que tu as une première offre qui permet de répondre aux problèmes mais ne va pas vraiment aller en profondeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'ultra personnalisation. Et ton offre la plus chère est bien évidemment souvent ultra personnalisée, aux petits oignons et va permettre d'apporter beaucoup plus de valeur. D'où la différence de prix. Pour éviter de moi-même faire la supposition et de me dire comme l'entreprise fait X millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plutôt l'offre A ou l'offre B qu'il lui faudrait, je pose la question et je la présente
comme ceci. Je dis à mon prospect, est-ce que vous souhaitez plutôt qu'on passe au bloc ou qu'on mette un pansement? Je m'explique. Si on passe au bloc, c'est très simple, vous n'aurez plus jamais mal. Par contre, ça va vous demander du temps de rétablissement, autrement dit une grosse conduite du changement, et surtout en termes d'investissement, ça va être beaucoup plus important, mais vous allez être beaucoup plus tranquille sur le long terme. Ou est-ce que vous souhaitez uniquement qu'on mette un pansement? Le pansement, c'est très bien, il va tenir pendant une durée limitée, moins important en termes d'investissement, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra bien évidemment considérer dans le futur le fait de passer directement au bloc opératoire. Cette analogie, elle est ultra puissante parce que ton prospect comprend très simplement, peu importe ce que tu vends, la différence entre tes deux offres. On est en train de parler d'un bloc opératoire et d'un pansement. Les deux permettent de résoudre le problème, cependant le résultat n'est pas le même. En faisant ça, je redonne le contrôle à mon prospect et surtout j'ancre dans sa tête que s'il part avec mon offre la moins chère, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas considérer l'offre la plus chère dans un certain temps, et surtout je reviens bien évidemment à la perception de valeur. Je fais comprendre à mon prospect qu'au niveau des deux offres que je peux proposer, il y en a bien évidemment une qui est plus chère, mais plutôt que de dire oui alors j'ai une offre, c'est vrai qu'elle est un peu plus importante au niveau du budget, et de rentrer dans une discussion prix dans laquelle je ne suis potentiellement pas à l'aise, j'utilise une analogie qui lui permet de comprendre exactement ce qu'il veut sans pour autant d'évaluer l'une ou l'autre offre. Tu vois bien que dans l'exemple que je viens de te donner, je n'ai pas fait de supposition. Je n'ai pas pensé à la place de mon prospect. Pourtant, je peux me mettre à sa place et essayer de comprendre comment est-ce qu'il vit la situation. Et c'est deux choses qui sont totalement différentes. Le premier blocage en vente, c'est toi. Tu essayes de penser comme penserait ton prospect. Sauf que ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'essayer de le comprendre. L'empathie, se mettre à la place de quelqu'un et penser comme lui sont deux choses totalement différentes. Je sais que c'est très difficile à faire, mais n'hésite pas à utiliser les 2-3 petites techniques que je viens de te donner qui te permettront déjà d'enlever ce premier blocage qui est souvent lié à j'ai du mal à positionner mon prix parce que j'ai l'impression que mon prix est trop cher. Le deuxième blocage que je vois le plus souvent, c'est que vous ne parlez pas aux bonnes personnes. Vous restez donc bloqué dans des cycles de vente interminables parce que vous n'avez pas accès aux décisionnaires. Et pour la plupart, vous pensez que parce que vous parlez au directeur du département, vous êtes en face du décisionnaire. C'est faux et totalement faux. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais chez HubSpot, j'avais un prospect qui m'avait dit qu'il était totalement décisionnaire. Et j'avais à peu près 4 ou 5 personnes dans l'appel qui étaient en dessous de lui ou à niveau égal. C'est souvent lui qui prenait la parole, c'est souvent lui qui amenait les discussions stratégiques et on avait plutôt une bonne relation. Cependant, j'ai pas hésité quand même à creuser et à lui dire ok, qu'est-ce que pense ton directeur général de cette situation? On est quand même sur un projet qui est assez structurant qui est le CRM, et il arrêtait pas de me dire mais t'en fais pas, c'est moi qui décide, j'ai encore dîné avec lui hier, t'en fais pas, c'est lui qui me laisse les rênes, il m'a donné un budget et c'est à moi de voir. Et c'est là où a été mon erreur. Je lui ai fait confiance, qui n'est pas forcément à faire tout le temps. Au moment de signer le devis, il me dit finalement, mon directeur a décidé de mettre un veto sur le projet pour l'instant parce qu'il estime qu'il y a d'autres priorités. Si j'avais pu directement parler avec son CEO, j'aurais peut-être pu identifier ça en amont et je n'aurais peut-être pas perdu autant de temps dans le cycle de vente. Je dis pas forcément que je l'aurais signé, mais au moins j'aurais gagné du temps. Et la meilleure des solutions, ça aurait été encore une fois d'essayer de faire prendre conscience au directeur général de l'importance de la structuration de ce projet. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas le contrôle sur ce que va dire le directeur commercial au directeur général et donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et bah ça, c'est un des plus gros blocages qu'on se met nous-mêmes. On est persuadé que si la personne nous dit quelque chose, c'est qu'elle a raison. Ce que je recommande toujours, c'est de faire une double, triple, quadruple vérification. Il y a 2-3 petites questions que j'aime bien poser, c'est d'accord, si demain, ton directeur général te dit non, est-ce que tu as quand même les pleins pouvoirs pour pouvoir le faire malgré son désaccord? Là, ça te permet de comprendre si le directeur général est associé dans l'entreprise et donc qu'il détient des parts et un pouvoir de décision plus important, même si son statut laisse penser que non, ou si réellement, dans tous les cas, s'il y a un veto, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir les happy hears. Les happy hears, c'est la perception que tout est beau, que tout est rose, que tout va bien se passer et de n'entendre que ce qu'on a réellement envie d'entendre et d'oublier les red flags, les drapeaux rouges qui se cachent dans le discours de votre prospect. Une autre question que j'aime bien poser et qui me permet d'avoir un peu plus de contexte, c'est comment est-ce que ça s'est passé la dernière fois que vous avez décidé de prendre une décision d'une importance telle que celle que vous souhaitez prendre aujourd'hui? Cette question, elle permet de savoir historiquement comment est-ce que ça se passe en termes de processus de décision et donc d'éviter de se faire avoir, d'éviter de se laisser embourber par le prospect et donc de bloquer potentiellement la vente. Donc ce premier blocage, il permet à la fois de ne pas se laisser avoir par ses propres émotions parce qu'on est tellement ravi de se dire on a ce client, c'est sûr que ça va bien se passer, donc on oublie de poser les bonnes questions et surtout d'être sûr de bien contrôler le deal et bien évidemment de parler aux bonnes personnes et aux décisionnaires. La troisième croyance, c'est sûrement celle que je démonte le plus quand je viens former en entreprise. Vous pensez
que votre concurrent est imbattable. Sachez une chose, si vous arrivez à obtenir un rendez-vous avec quelqu'un alors qu'il est chez le concurrent, c'est qu'il est potentiellement pas satisfait. Parce que je vous assure que quelqu'un qui est très satisfait ne va pas perdre du temps pendant 1 heure avec un commercial pour essayer d'évaluer ce que vous pouvez lui proposer ou d'évaluer une autre solution. Votre rôle donc, quand vous êtes dans cette position, c'est d'identifier toutes les choses qui fait qu'il n'est pas satisfait par la solution actuelle, par son prestataire actuel. Et pour ça, il y a une question que j'adore poser et que je pose même en prospection. Quand quelqu'un me dit je suis déjà équipé, je lui dis d'accord, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous êtes satisfait de votre prestataire actuel? Je vous assure qu'en France, très peu de gens donnent 10 sur 10. 95% du temps, ou même 99% du temps quand je le fais, j'obtiens toujours une note entre 6 et 8,5 maximum. Et donc en général, je dis d'accord, qu'est-ce qui vous manque pour le point et demi en plus, ou les 2 points en plus, ou les X points en plus? Et là, le prospect souvent me dit, oh bah, déjà, il ne s'attend pas à ce que quand je lui demande l'échelle de 1 à 10, je lui pose cette deuxième question derrière. Et donc en général, il est assez perturbé, il fait donc appel à son système 2, qu'on verra bien évidemment dans une autre vidéo. Et il me dit, ah, écoutez, c'est vrai que ce serait bien si le produit était soit un peu moins important au niveau du coût. Et là, je peux creuser, est-ce que c'est le coût par rapport à la valeur? Est-ce que c'est juste le prix en tant que tel? Est-ce qu'il y a autre chose? Et très souvent, le prospect me dit, bah c'est vrai qu'au niveau du service client, c'est pas forcément ça, ou c'est vrai que ce serait bien si l'outil pouvait faire ça, ça ou ça. Et ça m'est arrivé de décrocher des rendez-vous sur ces 2 petits points en plus qui étaient manquants chez le concurrent et que ma solution avait. L'autre chose qui est importante, au-delà de comment faire pour déloger un prospect chez la concurrence, c'est moi j'adore quand le prospect est chez la concurrence, pour la simple et bonne raison qu'il est déjà mature. Je n'ai pas besoin de faire son éducation sur la solution qu'on peut lui proposer, il est déjà au courant de ce qu'on peut faire pour lui, autrement dit, il a déjà pris conscience de son besoin. Et c'est ça la phase la plus importante. Dans un cycle de vente, souvent c'est très difficile quand on a un prospect qui est pas mature, qui est pas habitué à faire appel à ce genre de service ou à ce genre de solution, de lui faire prendre conscience qu'on peut réellement lui apporter de la valeur. Quand il est chez le concurrent, votre concurrent a déjà fait ce travail-là. Votre rôle est donc de vous positionner comme un outsider, une personne qui arrive et qui vient un petit peu casser les codes, casser ce qui est fait habituellement. Et j'aime pas trop dire cette phrase, mais faire un peu passer votre concurrent pour un has-been. Ça crée également un biais de nouveauté qui crée l'attraction et donne un petit peu envie à votre prospect de se dire, ah bah j'ai pris le dernier truc, je suis plus, c'est le prestataire certes historique qui a énormément de parts de marché, cependant bah, c'est peut-être pas le meilleur prestataire. Et je le fais toujours dans les deux sens. Le fait d'avoir un prestataire historique, c'est une bonne chose puisque ça rassure les clients et ça permet d'avoir un positionnement solide en disant oui mais nous au moins notre produit il tombera pas à l'eau du jour au lendemain. Mais quand on est une solution nouvelle sur le marché, il y a un autre argument que j'adore utiliser, c'est très bien que vous soyez chez le concurrent parce que nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris tout ce que le concurrent faisait pas très bien et on l'a amélioré, tout en vous permettant d'avoir une solution avec un rapport qualité-prix imbattable. J'adore cette phrase là puisqu'elle remet en perspective le prix par rapport à la qualité et non pas juste on a fait la même chose mais moins cher. C'est vraiment on a fait en sorte de regarder tout ce que le concurrent faisait moins bien et on l'a optimisé pour que ce soit adapté à vous, à votre secteur et à votre cible. Ce qui en réalité est pas totalement faux parce que souvent quand on lance un produit sur un nouveau marché et qu'on a des concurrents, on va souvent analyser ce qu'ils font de moins bien et on va venir rajouter des choses ou optimiser des choses. Sinon souvent c'est que le produit est pas dingue et dans ce cas-là je le dis toujours, si un commercial ne croit pas en ce qu'il vend, je vous conseille de changer de boîte. Parce que votre rôle en tant que commercial et même entrepreneur, c'est d'être convaincu que votre produit est le meilleur. Vous devez tout faire si vous êtes entrepreneur pour faire en sorte d'améliorer votre produit et de l'optimiser, même si vous savez que des fois votre concurrent a certaines parties qui sont mieux que vous. L'important c'est que vous soyez convaincu que vous allez tout faire pour apporter la meilleure expérience et la meilleure valeur à votre client et bien évidemment la délivrer parce que sinon je vous rappelle que si vous signez un client en lui mentant ou en lui vendant des choses fausses et en lui mettant des paillettes dans les yeux, vous allez juste avoir un client sur le court terme et vous allez récupérer surtout en détracteur sur le long terme qui peut vous coûter beaucoup de clients. Donc je ne vous recommande pas ni de mentir, ni de cacher des choses à votre prospect et surtout, bien évidemment, je le répète toujours sur ma chaîne, la vente doit être éthique. Mais cela ne veut pas dire ne pas aller chercher des prospects chez la concurrence. Attention, on adore la compétition. Deux autres questions que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous aimez actuellement chez le concurrent et qu'est-ce qui vous frustre et qu'est-ce que vous aimeriez optimiser. Ça me permet deux choses. Un, garder ce qu'il a actuellement et ce qu'il aime bien. Ça c'est super important parce qu'il n'a pas forcément envie de changer. Et surtout lui montrer ce qu'il pourrait avoir de mieux et ce qu'il perd à ne pas l'avoir. Votre objectif n'est pas d'être dans une confrontation et une guéguerre de mon concurrent fait ci, moi je fais ça. Votre but c'est surtout d'être dans une approche de comparatif et même plutôt de dire je suis assez objectif. Mon rôle c'est vraiment de m'assurer que vous pouvez être un bon client aussi pour nous et donc je n'ai pas pour objectif de vous voler à la concurrence si bien évidemment on ne peut pas vous aider et si effectivement le produit de la concurrence est plus adapté à vous et à votre besoin. Mais souvent la plupart des commerciaux et entrepreneurs n'arrivent même pas encore à cette phase puisque dès le début ils sont persuadés que si le client est déjà équipé, en général il y a peu de chances de le signer, ce qui est totalement faux. Pour vous donner une petite stat,
stat, 45% des deals que j'ai signés chez HubSpot, le client était déjà équipé d'un CRM. Le fait de croire que ton concurrent est imbattable fait que tu pars déjà avec une idée reçue et donc forcément tu augmentes tes chances de perdre la vente. Si tu es dans une approche où tu es convaincu que ton produit peut vraiment aider ton client et donc dans ce cas-là tu as bien fait ton ciblage, tu auras beaucoup plus de chances de le convertir puisque si tu y crois, ton client va le ressentir et tu as plus de chances qu'il croit en ce que tu dis. La quatrième croyance, blocage, qui est celle que je préfère le plus et que j'arrive le plus souvent à démonter très facilement, c'est celle du prix. Vous donnez des remises par peur de perdre le prospect. Et c'est une des plus grosses erreurs pour perdre une vente. Je vous explique pourquoi. Premièrement, les gens ne respectent pas ce qui est gratuit, pas cher. Pour la simple et bonne raison que vous le vouliez ou non, la société nous a ancré dans la tête que tout ce qui était cher était qualitatif. Et donc la plupart du temps, quand on voit quelque chose de cher, on a toujours une meilleure impression de qualité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études en neurosciences. La preuve, ils ont fait une étude, ils ont fait goûter 2 marques de vin à des personnes en mettant les prix. 80% des personnes trouvaient que le vin à 100$ était meilleur que le vin à 10$. C'était exactement le même vin. Donc même quand on goûte quelque chose, même quand on voit quelque chose, le prix a une forte influence sur la perception de valeur et même sur notre avis de la prestation. Donc c'est super important pour vous, non pas de gonfler votre prix, mais surtout d'éviter de faire des remises. Parce qu'à partir du moment où vous faites une remise, vous dévaluez dans les yeux de votre prospect la perception de valeur de votre produit. Et je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. J'ai un client qui m'a dit « Je vous ai fait confiance parce que vous m'avez dit non à la remise. » Texto. À ce moment-là, je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que je pars du principe que si quelqu'un me fait une remise, c'est que de base, il essayait de me mentir sur son prix et donc qui m'a pris pour un débile depuis le début et donc je n'ai plus confiance. » Donc faire une remise à tout prix pour garder un client, parfois ça peut être contre-productif. Très souvent, en plus de ça, les clients qui demandent des remises sont souvent ceux qui vont vous prendre le plus de temps, le plus d'énergie et ne sont pas les plus fiables. Et je vais même vous partager une astuce que j'utilisais aussi dans mon ancienne entreprise où quand un client me disait votre concurrent m'a fait une meilleure offre, je lui demande toujours c'est la combienième offre qu'il vous fait. Bah, il m'a fait une première offre et là il m'a encore fait une deuxième offre qui est beaucoup plus intéressante. Et là à ce moment-là, je lui dis dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'avez pas gueulé assez fort. Parce que s'il est capable de vous faire une remise parce que juste vous la réclamez sans aucune contrepartie, peut-être qu'il peut encore continuer et ça jusqu'à ce qu'il vous dise non. Et donc au final, vous avez toujours payé plus cher que le client qui a gueulé plus fort. Est-ce que c'est vraiment avec ce type de prestataire que vous souhaitez partir ? Cette phrase-là, elle est ultra puissante parce qu'elle permet de remettre en perspective le fait que non, une remise ce n'est pas normal. Et moi je le dis toujours à mes élèves, il n'y a aucune raison pour laquelle un prospect pourrait payer moins cher qu'un autre prospect uniquement parce qu'il a gueulé plus fort. C'est un principe éthique auquel je ne souhaite pas renoncer. Et c'est un principe que vous devez également vous ancrer. La deuxième chose que je remarque aussi, c'est vous voyez la remise comme quelque chose d'assez simple. Moi, de mon côté, dans mon ancienne entreprise, c'était pas si simple d'avoir une remise en réalité. Il fallait en parler au manager et puis ensuite au directeur et puis ensuite il fallait faire un cas d'étude pour être sûr que le client corresponde aux éligibilités et bien évidemment qu'on ait une contrepartie qui soit pertinente pour ne pas perdre trop de revenus. Et toute cette complexité, elle faisait que dès le début, je n'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans et donc je disais au prospect que c'était absolument impossible. Pourquoi cette partie-là elle est importante? Parce que d'un point de vue positionnement et ancrage, mon prospect savait qu'il ne pouvait pas dépasser cette ligne-là et donc comprenait la perception de valeur de mon offre et donc ne continuait pas à m'en demander. N'oubliez pas que si votre prospect continue à vous demander des remises, c'est qu'à un moment, vous avez laissé la porte ouverte, soit en vous positionnant comme quelqu'un de désespéré qui a absolument besoin de signer, soit en lui laissant croire que de toute façon, c'était plutôt normal d'avoir une remise parce que vous n'êtes pas convaincu par votre prix. Ça ne crée pas de confiance de mettre un prix gonflé et d'offrir ensuite des remises. Ce que je vous recommande, c'est si vous êtes entrepreneur, mettez un prix juste et tenez-y-vous ou demandez des contreparties qui vont vous apporter un retour sur investissement pertinent, comme par exemple une recommandation vidéo ou vous envoyez 3 prospects potentiels. Dans ce cas-là, effectivement, la remise octroyée au prospect est compensée par les 2 autres ou 3 clients que vous avez signés derrière et elles sont totalement justifiées. On est plus sur une notion d'apport d'affaires qu'une remise en tant que telle. Mais offrir une remise pour une remise, ça, c'est hors de question. Et c'est la première croyance que vous devez vous enlever si vous voulez considérablement à la fois augmenter vos ventes, mais surtout augmenter votre marge. Le 5e et dernier blocage, c'est vous ne mettez pas d'émotion dans le closing. Vous êtes persuadé que comme vous vendez un produit technique, vous devez absolument utiliser du rationnel. Et c'est totalement faux, puisque 95% de nos décisions sont prises en automatique, et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, CF Daniel Kahneman. Votre prospect utilisera le rationnel uniquement pour se rassurer et s'assurer que la décision qu'il prend n'est pas dangereuse ni pour son entreprise, ni pour lui. Dans tous les cas, l'émotionnel a une grande part dans la prise de décision. Quand votre prospect se projette sur ce qu'il veut acheter, et même en B2B et même sur du produit complexe, il
y a plein de biais auxquels il va faire face et qui vont venir renforcer son émotionnel et sa décision. Ça peut être notamment le fait qu'un de ses concurrents a la même solution. Il y a quand même une notion un peu de comparatif, de jalousie, d'envie, qui est une émotion, qui va le renforcer dans sa décision. Ça peut être que par exemple, il a vu un article assez intéressant sur votre entreprise et donc ça renforce sa perception sur votre entreprise, sur ce que vous pouvez lui apporter. Et ensuite, c'est parce que souvent, vous n'arrivez pas à faire verbaliser aussi l'émotion que votre prospect pourra ressentir au moment de l'achat. Quand un prospect fait un achat, et même en B2B, ce qu'il achète, c'est pas tant la technicité, la dernière technologie, juste le gain de temps, il achète de la charge mentale en moins. Et ça, en termes d'émotion, c'est important. C'est le fait de pouvoir passer du temps avec ses enfants sans avoir besoin de penser à sa boîte constamment parce que telle chose tourne finalement pas si bien. C'est le fait d'être rassuré sur ne pas prendre des mauvaises décisions. C'est la fierté aussi d'avoir pris une bonne décision. Tout ça, ce sont des émotions que vous devez identifier pour comprendre pourquoi est-ce que votre prospect pourrait passer à l'action et acheter. Mais ce n'est pas rationnel, mais parce que l'être humain n'est pas rationnel. Et le comprendre, c'est accompagner votre prospect dans la prise de décision. Il y a donc une phrase que j'aime bien poser pour essayer de projeter émotionnellement mon prospect dans l'achat, dans la prise de décision, sans rentrer trop dans le rationnel. Si on règle ce problème ensemble maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour vous quotidien? Et là, mon prospect se projette au quotidien ce que ça changera pour lui au-delà du gain de temps. Cette phrase-là, elle est super importante parce qu'elle fait ressentir des émotions au prospect puisqu'il se met dans la situation future où son problème sera résolu, l'émotion qu'il pourra ressentir. Et donc ça l'aide facilement à prendre une décision et à identifier le bénéfice de la solution apportée. Votre objectif étant donc de créer de l'imagerie mentale. C'est le meilleur moyen pour créer de l'émotion pendant le closing ou pendant la phase de négociation. L'imagerie mentale, ça permet de projeter le prospect dans sa version après. D'où la question, si on règle ce problème ensemble, qu'est-ce qui changera pour vous dans votre quotidien? Je vous partage quand même un petit bonus qui est que vous répondez trop vite aux objections. Vous avez tellement envie de prouver que vous savez répondre, vous avez tellement envie de rassurer le client en vous disant « Ah, il est en panique, je suis en train de le perdre et donc il faut absolument que je le rassure » que vous ne laissez pas de silence et en plus, vous répondez trop tôt sans vraiment comprendre le fond. Vous en faites pas, tout ce que je vous dis là, c'est des croyances et des blocages que moi-même j'ai dû démanteler et que j'ai fait au fur et à mesure de mes années de sales, mais mon objectif sur cette chaîne, c'est bien évidemment de vous partager mes meilleurs tips pour que vous gagnez du temps et que vous soyez meilleur de jour en jour. Donc quand vous avez une objection, faites un pas en arrière, laissez un silence, laissez le prospect terminer son propos plutôt que de répondre tout de suite et surtout utilisez la méthode cirque. Mais je vous en ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, elle est déjà disponible. En conclusion, vous pouvez connaître toutes les techniques du monde. Utilisez le spin selling, utilisez les dernières techniques psychologiques. Le plus important, c'est déjà de démonter ces blocages. Si vous n'êtes pas dans la bonne posture, dans le bon état d'esprit, c'est toujours très compliqué de convaincre un client. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos prospects et vos clients ne sont pas dupes, ce ne sont pas des débiles et non plus des enfants. L'objectif n'est pas de manipuler quand on fait une vente, mais plus d'aider le prospect à prendre une décision. Vous êtes un guide, vous n'êtes pas un forceur. Donc tant que vous-même, vous ne travaillez pas sur ces propres blocages et ces propres idées reçues que vous avez, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de convertir comme vous pourriez le faire si vous les enlevez. La bonne nouvelle, c'est que c'est des blocages mentaux, donc c'est maîtrisable. Dis-moi en commentaire les blocages que tu ressens le plus et j'en ferai une vidéo dédiée. Et surtout, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, je t'envoie le récapitulatif des phrases que je t'ai donné jeudi à 9h et abonne-toi pour plus de tips.